Bonjour, le présent cours que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du deuxième chapitre de la chimie en solution. Donc après les réactions acido-basiques qu'on a vues dans le premier chapitre, ici on va voir un deuxième type de réactions qui peuvent avoir lieu en solution aqueuse. Il s'agit des réactions de complexation. Ces réactions de complexation donnent lieu à une espèce chimique qu'on appelle complexe. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce chapitre 2. Ainsi, dans une première partie de ce chapitre, qui s'intitule « Les réactions de complexation et complexes », on va discuter 3 points. Le premier point, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un complexe et une réaction de complexation. Deuxième point, on va essayer de comprendre la nomenclature des complexes, c'est-à-dire comment on nomme ces complexes et comment on écrit leur nom. Troisième point, on va définir les constantes d'équilibre relatives à ces réactions de complexation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complexe? Un complexe, on le nomme aussi composé de coordination. Donc, composé de coordination ou complexe, c'est la même chose. C'est une espèce chimique polyatomique. Que veut dire polyatomique? Ça veut dire qu'il est composé de plusieurs atomes. Ce complexe, il a la formule générale grand M indice petit m et grand L indice petit m. Alors, c'est quoi le grand M? Il représente un métal de transition. Rappelons ce que c'est qu'un métal de transition. Dans le cours d'atomestique, on a vu le tableau périodique et les éléments qu'on appelle les éléments de transition ou bien les métaux de transition, ce sont les éléments qui sont au milieu du tableau périodique et ils appartiennent au bloc D. Ces éléments ont la propriété, leur configuration électronique externe correspond au remplissage des orbitales D. Alors ce métal de transition, il est sous forme cationique, c'est-à-dire il a perdu un certain nombre d'électrons. Donc il est chargé positivement. Donc il peut avoir une charge plus 1, plus 2, plus 3. D'accord? Donc il est capable d'accepter des doublés électroniques. Exemple, Cu2+, Ag+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, etc. Ce cation métallique, il occupe une place de centre dans le complexe. C'est pour ça qu'on l'appelle l'atome central ou bien le centre métallique. Petit m, c'est le nombre de centres métalliques. Bien sûr, en général, les complexes, ce sont des molécules plus ou moins de grosses molécules. On peut avoir même 2 ou 3 centres métalliques. Mais ici, dans notre cas, on va considérer le cas le plus simple où m égale à 1, c'est-à-dire on a un centre métallique. Alors, ce que c'est que les L? Les L, ce sont des espèces chimiques, contrairement au métal, donneurs de doublés électroniques. Il vient s'attacher à l'atome central qui est accepteur de doublés électroniques. On les appelle ainsi des ligands ou encore des coordinants. Donc, ligand et coordinant, c'est la même chose. Le petit n, c'est le nombre de ligands. Donc, on peut avoir un seul ligand, 2 ligands, 3, 4, etc. Vous voyez, comme le schéma que vous voyez devant vous, j'ai mis un exemple très schématique. Vous avez le centre métallique M entouré de 4 ligands. Ces ligands, bien sûr, ils peuvent être identiques ou différents. Mais quelle est la nature de ces ligands? C'est ce qu'on va voir.
Les ligands sont le plus souvent des espèces neutres, c'est-à-dire qui ne sont pas chargés, comme la molécule d'eau, H2O, comme NH3, etc. Ou chargés négativement, qu'on appelle les anions. Par exemple, Cl-, F- ou H-, etc. Ou encore plus rarement des espèces chargées positivement, c'est-à-dire des cations. Donc le complexe, il est constitué d'un centre métallique M entouré de ligands. De ligands qui peuvent être neutres, des anions ou encore des cations. Alors c'est quoi la réaction de complexation? La réaction qui conduit à la formation des complexes est dite tout simplement réaction de complexation. La réaction inverse qui conduit à la dissociation du complexe est appelée réaction de dissociation. Donc, lorsqu'on a un ion métallique plus un certain nombre de ligands qui réagissent entre eux, forment un complexe MLN. C'est la réaction directe, c'est la réaction de complexation. Inversement, le groupement ou bien le complexe MLN peut se dissocier pour libérer les ligands et le cation métallique. C'est la réaction inverse, c'est la réaction de dissociation. On dit aussi que l'ion métallique est un accepteur de ligands, bien sûr puisqu'il accepte les ligands pour former le complexe, et que le complexe est un donneur de ligands puisque en se dissociant, il libère les ligands. Exemple de réaction de complexation. On a ici, par exemple, l'ion cuivrique avec 4 ligands identiques NH3 forme un complexe CuNH3 4 fois avec une charge totale de 2+. L'ion ferrique Fe3+, plus 6 ligands qui sont identiques, c'est les ions cyanure, donne le complexe FeCN6 3-. Alors justement, on va essayer de voir tout de suite l'écriture de ces complexes, comment on les nomme, comment on écrit leur nom. La nomenclature des complexes obéit à un certain nombre de règles. Première règle, c'est que dans l'écriture du nom du complexe, il n'y a pas d'espace. Tout est attaché. On écrit le nom comme si c'était un seul mot. D'accord? Deuxième règle, c'est que on écrit d'abord les noms des ligands, puis après le nom de l'atome centrale, c'est-à-dire de l'ion métallique. Mais les ligands, ils sont de 3 types. Ils sont soit anioniques, soit neutres, soit cationiques. Alors il y a un ordre dans l'écriture des ligands. On écrit d'abord les ligands anioniques en premier, puis les ligands neutres qui suivent, puis après les ligands cationiques. Seulement, on peut avoir un ligand anionique ou 2 ligands anioniques. On peut avoir un ou plusieurs de ligands qui sont identiques. Alors, si on a un ou plusieurs de ligands qui sont identiques, bien sûr du même type et identiques, on utilise les préfixes grecs, c'est-à-dire mono, di, tri, tétra, si on a 4, penta, si on a 5, hexa, si on a 6. D'accord? Alors, mono, j'ai mis que c'est facultatif. Oui, effectivement, c'est facultatif. Lorsque vous avez un seul ligand, en général, on peut écrire mono comme on ne peut pas l'écrire. Comme on peut ne pas l'écrire, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors maintenant, si les ligands sont du même type, mais différents, que veut dire ça? Par exemple, du même type, c'est-à-dire on a 2 ligands qui sont différents, mais tous les deux sont des anions, ou tous les deux sont des groupements neutres. Par exemple,
On peut avoir Cl- et F-, les ions chlorure et les ions fluorure. Sont tous les deux des anions, mais ils sont différents. On peut avoir par exemple H2O et NH3. Tous les deux sont des ligands neutres, mais ils sont différents. Alors, dans ce cas, lorsqu'on a des ligands du même type mais différents, on procède par ordre alphabétique. D'accord? Les complexes chargés négativement prennent la terminaison -ate. Celle-ci est attribuée à la terminaison de l'atome central. Alors seulement si le complexe, si la charge totale du complexe, elle est négative. On met ate. S'il est chargé positivement ou sa charge est nulle, cette règle ne s'applique pas. Enfin, on ajoute en dernier, à la fin du nom du complexe, entre parenthèses, un chiffre romain qui indique le nombre d'oxydation de l'atome central, c'est-à-dire la charge. S'il est chargé 2+, on va mettre 2. S'il est chargé 1+, on va mettre 1. 3+, on va mettre 3. Alors, vous avez ici en rouge le résumé de ce qu'on a vu. Le nom de complexe s'écrit comme suit. Donc, on commence, comme on a dit, par les ligands anioniques. S'ils sont identiques et on a 2 ou 3 ou 4, on va mettre di, tri, tétra, etc. Puis on enchaîne avec les ligands neutres, la même chose, si on a 2 identiques ou 3 ou 4, etc., on va mettre di, tri, etc. Puis après c'est les ligands cationiques. Puis après c'est l'atome central, le nom du cation métallique. D'accord? Alors on ajoute ate si le complexe il est chargé négativement. Sinon on met rien. Puis, entre parenthèses, on met la charge de l'atome central en chiffres romains. C'est compris? Bien sûr, on va voir des exemples pour bien concrétiser tout ça. Alors maintenant, on va voir la nomenclature des ligands. Parce que même les ligands, ils ont une nomenclature assez spéciale. D'abord, les ligands anioniques. Ben, ils ont la particularité, tous les ligands anioniques se terminent par O. Vous voyez devant vous un tableau que j'ai apporté de l'internet tout simplement, d'accord? Vous pouvez le consulter, vous pouvez consulter d'autres ligands, il y en a plusieurs. Hein. Ça, j'ai ramené ici pour élargir vos connaissances, mais vous n'êtes pas censé de tout connaître par cœur. Normalement, ce qu'on vous demande de retenir, ce sont les choses qu'on vous donne sur le polycope de cours, ou bien les choses que vous voyez en TD. D'accord? Mais là, c'est juste pour vous montrer que effectivement, tous les anions, c'est-à-dire les ligands qui sont chargés négativement, tous se terminent par O. Fluoro, oxo, peroxo, hydroro, cyano, etc. etc. D'accord? Les ligands neutres, en général, ils gardent leur nom usuel, c'est-à-dire le nom avec lequel on les connaît. Par exemple, le groupement méthyle, c'est méthyle. Mais il y a certaines particularités. Alors, ces cas particuliers, vous les avez sur votre polycope de cours. Par exemple, la molécule H2O, on la nomme aqua. NH3, c'est nommé amine avec 2 M. Le groupement NO, c'est nitrosyle. Le groupement CO, c'est carbonyle. D'accord? Pour les ligands cationiques, ils ne changent pas de nom. Si par exemple, anion sodium ou bien anion potassium, Na+ ou K+ fait partie de la composition du complexe, eh bien, il sera nommé sodium ou K+ potassium. Alors maintenant, on va voir l'écriture de la formule chimique du complexe. Alors les complexes sont souvent écrits entre crochets, c'est-à-dire leur formule chimique
on l'a mis entre crochets. D'accord? Comme vous voyez ici dans l'écriture rouge. Alors, à la différence de l'écriture du nom intégral, là, on commence par le métal. On écrit d'abord le métal, puis on enchaîne avec les ligands. L'ordre des ligands est le même. On écrit d'abord les ligands anioniques, les ligands neutres, et enfin les ligands cationiques. Bien sûr, les ligands anioniques, si on a des ligands identiques, on met leur nombre, c'est petit a. La même chose pour les ligands neutres. Si on a des ligands neutres qui sont identiques, on va mettre leur nombre petit n. Et les ligands cationiques qui sont identiques, on va mettre leur nombre, c'est petit c. À l'extérieur des crochets, on a en exposant un petit q. Que représente ce petit q? C'est tout simplement la charge totale du complexe. C'est la somme de toutes les charges à l'intérieur des crochets. Alors, justement, pour comprendre tout ça, toute cette nomenclature, que ce soit comment on écrit le nom, comment on écrit la formule chimique, etc., on va voir certains exemples pour mieux comprendre. Alors, dans un exercice, par exemple, on peut vous donner soit la formule chimique et on vous demande d'écrire le nom, ou inversement. Supposons dans cet exercice, on a les formules chimiques et on veut écrire les noms. Premier exemple, on a le complexe CuNH3 4 fois, de plus. Alors, pour écrire le nom, première des choses à faire, c'est déterminer le degré d'oxydation du métal. Donc, la formule chimique, on sait que, voilà, l'écriture en rouge en haut, c'est le métal qui est en premier, donc le cuivre. On a ici le centre métallique, c'est le cuivre. Les ligands, ce sont les NH3. Il y en a 4. La charge totale est 2+. Alors, pour déterminer le degré d'oxydation, c'est-à-dire la charge du cuivre, alors je fais appel à mes connaissances. Je sais que NH3, c'est une molécule qui est neutre. Donc, si on a une charge totale de 2+, elle ne peut provenir que du cuivre. Donc, le cuivre, sa charge est 2+. Ça veut dire que son degré d'oxydation est égal à 2. Donc, voilà, j'ai déterminé le degré d'oxydation. Alors maintenant, je vais procéder à écrire le nom du complexe. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on commence d'abord par les ligands, pour écrire le nom du complexe. Ligands anioniques, puis après les ligands neutres, puis après les ligands cationiques. Or, ici, je n'ai qu'un seul type de ligand, les ligands neutres. Donc, bien sûr, j'y vais directement pour les ligands neutres. J'en ai 4, donc 4 c'est tétra, NH3 c'est nommé amine, on l'a vu, donc c'est tétra-amine, il n'y a pas de ligand cationique, donc j'y vais directement le nom du métal, c'est cuivre. Cuivre tel que on le connaît, son nom. D'accord? Donc tétra-amine cuivre, et on termine avec le degré d'oxydation du métal qu'on a déterminé, c'est égal à 2. Donc vous voyez que le nom s'écrit en un seul mot, il n'y a pas d'espace, c'est tétra-amine cuivre 2. D'accord? Alors, le complexe FeF 2+, c'est écrit entre crochets, le métal écrit en premier c'est le fer, le ligand c'est le fluor. Là aussi, on fait appel à nos connaissances. Quel est le degré d'oxydation du fluor? On sait que c'est F-. Pourquoi? Parce que c'est un halogène. Les halogènes, c'est la colonne qui est juste avant les gaz rares. Donc, l'ion le plus stable des halogènes, c'est X-, c'est-à-dire ils ont un degré d'oxydation de -1. Pourquoi? Parce qu'en acceptant un électron, ils ont la configuration, ces ions-là ont la configuration du gaz rare. Donc, ils sont très stables. Donc, je sais que F, il a le degré d'oxydation -1. Donc, si on a une charge -1 sur le fluor, et la charge totale est 2+, ça veut dire que le fer, ici, c'est 3+.
D'accord? Voilà, donc j'ai déterminé le degré d'oxydation du métal, le fer. Maintenant, je vais écrire le nom. Je commence par les ligands. J'ai un ligand anionique puisque F est chargé négativement. Donc le fluor, comme c'est un anion, son nom, ça va se terminer par O. Ça s'appelle fluoro. Alors là aussi, je pouvais écrire monofluorofer. Oh, bien sûr, c'est juste, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est facultatif. En général, on ne le met pas. Au lieu de mettre monofluoro, je vais écrire tout simplement fluoro. Fluoro. J'ai pas de ligand neutre ni cationique, directement le nom du métal, fer, d'accord? Son nom usuel, c'est-à-dire connu, le fer, et entre parenthèses, le degré d'oxydation qu'on a déterminé, c'est égal à 3. Donc fluorofer 3. Troisième exemple, la même chose, on a un complexe FeH2O 6 fois avec une charge totale de 3+. Là aussi, on sait que la molécule d'eau, elle est neutre. Donc, si on a une charge totale 3+, et ne peut provenir que du fer, ça veut dire que le fer, il est chargé 3+. Ça veut dire que son degré d'oxydation est égal à 3. Alors, ici, on a un ligand neutre. Et la molécule d'eau, on la nomme aqua. Puisqu'il y en a 6, donc 6, c'est hexa, aqua, fer 3. D'accord? Alors, juste une petite remarque. Ici, regardez, on a mis hexa, aqua, on a laissé les deux A. Hexa, aqua, fer. Dans le premier exemple, on pouvait écrire tétraamine. La même chose, on pouvait laisser le deuxième A. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. C'est pas très grave. Là, c'est juste sur le plan linguistique, je pense, puisqu'il y a deux M. Écrire 2A et 2M, ça fait un petit peu lourd. Donc, on a enlevé un A. Mais si vous le mettez, c'est pas fou. D'accord? Alors maintenant, on va enchaîner vers le quatrième exemple. FeCN6 4-. Donc, le métal, c'est toujours le fer ici. Les ligands, ce sont les ions cyanure. Donc, les ions cyanure, vous avez vu parmi les ligands que je vous ai donnés, ils ont la charge -1. Donc, il y a 6 ligands cyanure attachés au fer. Alors, la charge totale est de 4-. Donc, 6 fois -1, ça fait 6 charges négatives. Puisque la charge totale est 4 charges négatives, ça veut dire que le fer, il est chargé 2+. Donc, la charge, le degré d'oxydation du fer ici, dans ce complexe, est égal à 2. Une fois que j'ai terminé le degré d'oxydation, je peux écrire le nom. Donc, ici, c'est des ligands anioniques. Donc, les ions cyanure s'écrit cyano, puisque c'est tous les ligands anioniques, je répète, ça se termine par O. Donc, c'est cyano, il y en a 6, c'est hexacyano. Il n'y a pas de ligand neutre, il n'y a pas de ligand cationique, donc on enchaîne avec le nom du métal. C'est le fer. Mais là, le complexe, il a une charge négative. D'accord? Donc, on a dit, lorsque la charge totale du complexe est négative, on ajoute at. Alors, on écrit ferrate. Là aussi, il y a une petite particularité pour le fer. On double la consonne. Au lieu d'écrire ferrate, tout simplement avec un seul R, on met ferrate. Là aussi, c'est linguistique. C'est juste question de prononciation. Donc, on met ferrate. D'accord? Et entre parenthèses, le degré d'oxydation du fer qu'on a déterminé, c'est 2+. Donc, c'est égal à 2. D'accord? Donc, c'est hexacyanoferrate. Vous voyez, pour les 3 premiers exemples, les complexes sont chargés positivement. Donc, le métal garde son nom usuel. Cuivre, c'est cuivre. Fer, c'est fer. Et la même chose pour le 3e exemple. D'accord? Le dernier exemple, on a CO, NO2 3 fois,
NH3 3 fois, avec une seule charge négative totale. Là aussi, je vais essayer de déterminer la charge du cobalt. Le métal, c'est le cobalt, le CO. Alors là aussi, je fais appel à mes connaissances. Je sais que NH3, c'est neutre. Donc, il n'y a eu aucune charge sur le NH3. Le NO2, il a une seule charge négative. Là aussi, c'est donné parmi les ligands que vous avez dans le polycope et que je vous ai donné tout à l'heure. NO2, ça prend une seule charge négative, c'est NO2-. Donc, le NO2 me donne 3 charges négatives. Et j'ai ici une seule charge négative. Ça veut dire que le cobalt, il donne 2 charges positives. 2 plus 3 ça veut dire un seul moins. Donc, moins 1, ça veut dire qu'on a une seule charge négative au total. Donc, là aussi, j'ai déterminé le degré d'oxydation du cobalt. C'est égal à 2. Alors maintenant, je vais écrire le nom. Alors, ici, j'ai un ligand anionique qui est NO2, qui est chargé négativement, et j'ai un ligand neutre qui est NH3. Donc, d'après les règles, je commence par le ligand anionique. Et j'en ai 3. Et NO2, on l'appelle nitro. Donc, j'ai 3 nitro, c'est-à-dire trinitro. Puis après, je passe au ligand neutre, c'est amine, trinitro, triamine. Puis après, bon, j'ai pas de ligand cationique. Puis après, c'est le nom du métal, cobalt. Puisque le complexe, il est chargé négativement, donc j'ajoute ate, donc cobaltate. Et en dernier, j'écris le degré d'oxydation du métal qui est égal à 2. Donc ce complexe, il est nommé trinitro-triamine cobaltate 2. D'accord? Donc tous ces mots, donc je le répète, s'écrivent en un seul mot, il n'y a pas d'espace. Et bien sûr, en appliquant toutes les règles qu'on a vues dans l'écriture et la nomenclature de ces complexes. Vous aurez bien sûr d'autres exemples en TD et voilà, vous aurez donc l'occasion de comprendre mieux cette nomenclature. Maintenant, on va essayer de définir les constantes d'équilibre relatives à ces réactions de complexation. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est que la constante de stabilité ou constante de formation globale. Alors la constante d'équilibre qui correspond à la formation du complexe suite à la réaction entre le cation métallique et les ligands est dite constante de stabilité du complexe ou constante de formation globale du complexe. Donc la constante de stabilité, elle est nommée Kc, la constante de formation globale, elle est notée Bn. Alors ce petit n, c'est le nombre de ligands qui entourent le cation métallique. Par exemple, alors c'est quoi ces constantes de stabilité? C'est tout simplement la loi d'action et de masse ou bien la loi des équilibres appliquée à ces réactions de complexation. Par exemple, on a une réaction de complexation entre les ions cuivriques Cu2+, et les ligands NH3. Formation du complexe Cu NH3 4 c'est une réaction de complexation. Donc, à l'état d'équilibre, une fois la complexation s'est faite, on atteint un état d'équilibre. À l'état d'équilibre, on applique la loi d'action et de masse. La loi d'action et de masse nous dit qu'il y a une constante à l'équilibre qui est proportionnelle à la quantité de matière à l'équilibre des produits et des réactifs, c'est-à-dire du complexe et du cation métallique et des ligands, qui est égale à la concentration du complexe sur la concentration de Cu2+, que multiplie la concentration de NH3 à la puissance 4. Donc c'est la loi d'action de masse que vous connaissez, qu'on applique à n'importe quelle réaction en équilibre, tout simplement. Alors ici c'est une question de nom. Comme pour les acides bases,
on l'a appelé Ka, relative aux réactions acide-base. Ici, on l'appelle Kc, constante de stabilité des complexes, ou encore bêta 4. Pourquoi bêta 4? Vous aurez l'occasion de mieux comprendre pourquoi on utilise cette notion de constante de formation globale lorsqu'on va voir la deuxième partie de ce chapitre. Pour le moment, ce que vous devez savoir, c'est que Kc ou bêta 4, ça veut dire la même chose. Ce n'est autre que la constante à l'équilibre qui correspond à la formation de ce complexe. D'accord. Alors, on met 4, indice petit 4, parce qu'ici, il y a 4 ligands. Si on a 2, on va mettre bêta 2. Si on a 3, on va mettre bêta 3. Tout simplement. D'accord? La même chose pour le deuxième exemple. Vous avez la même chose. D'accord? Donc, la constante de stabilité, ce n'est autre que, je répète encore une fois, que la loi des équilibres appliquée à réaction de complexation. C'est juste, elle est notée différemment pour la différencier des autres réactions, acide-base, etc., etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est maintenant qu'une constante de dissociation ou constante de dissociation globale? Donc, on a dit qu'il y a, la réaction dans le sens direct, c'est la réaction de complexation. La réaction indirecte, c'est-à-dire on a un complexe qui va se dissocier pour donner l'ion métallique et les ligands. C'est la réaction de dissociation. Donc, à cette réaction de dissociation, là aussi, on peut appliquer la loi d'action et de masse. Appelée encore la loi des équilibres. Donc, on lui fait correspondre une constante K à l'équilibre qui est en fonction, bien sûr, des produits sur les réactifs. Comme vous voyez sur cet exemple, on a AgNH3+, donne Ag+, et les ligands, c'est-à-dire l'ion métallique et les ligands NH3. Alors là, c'est une réaction de dissociation, on l'appelle Kd, tout simplement, constante de dissociation, ou bien, là aussi, on adopte l'appellation constante de dissociation globale, comme tout à l'heure pour les bêta, constante de formation globale. Mais pour le moment, ils veulent dire la même chose. C'est la constante à l'équilibre, tout simplement. Bien sûr, comme la dissociation, c'est l'inverse de la complexation, Kd ou Kdg, c'est l'inverse de la constante de formation globale, qui est ici bêta 2. Pourquoi? Parce qu'on a 2 ligands. D'accord? De manière générale, si on peut écrire les choses de manière générale, donc on a un métal plus un certain nombre de ligands qui donne un complexe MLN. Donc on aura sa constante de stabilité ou sa constante de formation globale qui est bêta n, est égale bien sûr la concentration du complexe sur la concentration du métal et la concentration des ligands à la puissance n. C'est égal à l'inverse de sa constante de dissociation ou bien sa constante de dissociation globale. D'accord? Alors ici, on va voir une relation entre les deux constantes d'équilibre, bêta n et Kdg, c'est-à-dire la constante de formation du complexe bêta n et la constante de dissociation du complexe. Alors en fait, la réaction de complexation, c'est deux réactions en équilibre, dans un sens, c'est-à-dire le sens direct, c'est la formation du complexe, ça lui correspond la constante de formation, bêta n, et dans le sens inverse, c'est la dissociation du complexe, on lui fait correspondre la constante de dissociation. Donc ces deux constantes, l'une est l'inverse de l'autre, comme on a vu tout à l'heure. Kdg, c'est 1 sur bêta n, et bêta n est 1 sur Kdg. Si on adopte l'échelle cologarithmique, Pkdg, c'est moins log de Kdg, c'est égal à log de bêta n. Donc bêta n, c'est égal à 10 à la puissance Pkdg. D'accord? Donc, plus le Pkdg est grand, plus bêta n est grand. D'accord?
Alors, ces β-N, ce sont des constantes de formation ou bien des constantes de stabilité des complexes, comme on l'a expliqué. Ben, on les trouve dans la littérature, donc pas mal de complexes, c'est donné dans la littérature, leur constante de formation ou bien leur constante de stabilité. Ben, justement, ces constantes nous renseignent sur la stabilité des complexes. Plus le β-N est grand, plus le complexe est stable. Ou bien si dans certains livres, on donne les KdG, les constantes de dissociation. Plus la constante de dissociation est petite, plus le complexe est stable. Puisque l'une est l'inverse de l'autre, d'accord? Aussi, ça peut nous servir pour comparer la stabilité de certains complexes. Bien sûr, dans les mêmes conditions, si on a plusieurs complexes et on a leur constante de formation, celui qui a la constante de formation la plus grande est le plus stable. D'accord? Ou bien celui qui est la constante de dissociation la plus petite, c'est le plus stable. D'accord? Alors, donc on a dit que plus le pKdG, puisque β-N est égal à 10 à la puissance pKdG, plus le pKdG est grand, plus le β-N est grand, plus le complexe est stable. À partir d'une certaine valeur, si pKdG est supérieur à 4, c'est-à-dire le β-N est supérieur à 10 à la puissance 4, on estime que le complexe est très stable. On dit aussi dans ce cas que le complexe est parfait. Donc voilà pour cette première partie de ce deuxième chapitre. Donc bien sûr on va se donner rendez-vous Inch'Allah pour la deuxième partie de ce chapitre. Mais avant de finir, on va quand même faire une petite application. On va juste faire un petit exercice d'application. Ça va vous permettre de faire quelques rappels de base et de faire une petite application de ce qu'on vient de voir. D'accord? Alors ici, on a un mélange de 50 ml d'ammoniac de concentration 0,1 et 50 ml de solution de nitrate d'argent de concentration 0,05 mol par litre. À l'équilibre, on nous dit que la concentration des Hg+, est égale à 7,9 10 à la puissance 0,4 mol par litre. C'est-à-dire, ce sont les Hg+, qui restent dans la solution, qui ne sont pas complexés. C'est à l'équilibre, voilà les Hg+, qui restent dans la solution. On nous demande de calculer la constante de formation globale, β2, de Hg NH3 plus. Tout simplement la constante de formation, ou bien la constante de stabilité, c'est la même chose. Et on peut en déduire KdG. Alors juste, la procédure est la même, elle est facile. On fait le tableau d'avancement. On sait que 1 mol de Hg+, réagit avec 2 mol de NH3, qui nous donne 1 mol de complexe, c'est la stoichiométrie de la réaction. Donc on va raisonner en termes de mol. Donc on calcule le nombre de moles initial, c'est C1V1, c'est la concentration que multiplie le volume, c'est 0,05 que multiplie 50 ml 10 à la puissance moins 3. Ça nous donne 0,025. Calcule le nombre de moles de NH3 initial, de la même manière on trouve 0,05 moles de NH3. Ça c'est la quantité de matière qu'on avait initialement. Après réaction chimique et lorsqu'on a atteint l'équilibre, à l'équilibre, on a un certain nombre de moles. C'est le nombre de moles initial moins un certain nombre de moles qui a réagi, qui s'est complexé. Donc, si on a ici X moles qui se sont complexés de Hg+, on aura 2X moles de NH3, puisque 1 mol correspond à 2 moles de NH3. Donc ici, c'est 0,025 moins X, ici, c'est 0,05 moins 2X. Et on forme X mol de HgNH3. D'accord? Alors, β2, c'est quoi? C'est la concentration du complexe sur la concentration de Hg+, qui multiplie la concentration de NH3 au carré. D'accord? La concentration, c'est un nombre de moles sur volume, donc c'est X sur V. V, c'est le volume total.
c'est 50 plus 50, c'est-à-dire 100 ml, 10 à la puissance moins 3 litres. La concentration de Hg, c'est 0,025 moins X sur V. La concentration de NH3, c'est 0,05 moins 2X sur V, le tout au carré. Alors, on sait, donc il y a une donnée ici, c'est la concentration de Ag+, ici dans B2, c'est la concentration de Ag+, qui reste en solution, qui ne sont pas complexées, et qui a été donnée dans l'exercice, c'est 7,9 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc, on met cette égalité avec la concentration de Ag et on détermine le X. On trouve que X, c'est-à-dire le nombre de moles Ag+, qui se sont complexés, c'est égal à 0,002421 mol. Une fois qu'on a déterminé le X, on le remplace dans la formule 1 et on en trouve un β2 qui est de 1,2 10 à la puissance 7. Donc vous voyez, c'est supérieur à 10 à la puissance 4. Donc c'est un complexe qui est très stable. Le complexe AgNH3 2+, il est très stable. Il est même parfait puisqu'il est supérieur à 10 à la puissance 4. Le KdG, on le détermine, c'est tout simplement 1 sur β2. Voilà pour cette première partie. Merci de votre attention. À la prochaine fois.